La logique, évidemment, parle de l'Italie et de certaines choses qui sont passées à un certain moment en Italie. Mais si on la voit comme ça, c'est pas tellement intéressant, même pour moi. Je veux dire, les problèmes, ce qui s'est passé en Italie, on peut les détailler, c'est un peu particulier, mais ça rentre dans une logique globale qui n'a pas cessé d'être active. On l'a vu à Athènes il y a vu à Athènes il y a quelques jours, c'est-à-dire le terrorisme est actif, est un terrorisme protégé. Et en fait, bien sûr, il y a des différences pays par pays, mais bon, tous se tiennent dans la main. Et bon, vu qu'on est là, on peut faire, je veux dire que quand même, c'est l'alliance Dreyfus. Parce que l'affaire Dreyfus a créé une alliance très forte entre les francs-macs, les banquiers et les communistes. Et cette alliance très forte n'a jamais cessé d'être active. Et on ne sait pas, c'est difficile de dire où est-ce qu'on va exactement, parce qu'on parle de la mondialisation, mais qu'est-ce que c'est la mondialisation ? Alors, pour certains, c'est un complot de banquiers, c'est un complot d'usuriers, pour d'autres, c'est le libéralisme sauvage, pour d'autres, c'est le communisme réel. En fait, je pense que c'est les trois à la fois. Et il ne faut jamais oublier que c'est les trois à la fois, parce que quand on oublie un détail, un élément d'un côté ou de l'autre, on ne voit pas la réalité complète, et la réalité complète, c'est les trois à la fois. Donc, si l'on veut, pour revenir au discours, c'est l'alliance Dreyfus. Et, le problème, c'est qu'on a toujours eu, nous, quand je dis nous, je parle de gens qui s'intéressent à la politique ou qui écoutent les infos. Je ne parle pas de nous spécialement, on a toujours eu, nous, des images qui ne sont pas correspondantes au réel. C'est-à-dire, par exemple, on a toujours eu des théorèmes comme quoi, par exemple, la CIA contrait les partis communistes. Ce qui est absolument faux. La CIA n'a jamais contré les partis communistes, sauf certaines partis communistes en Amérique latine. Au contraire, la CIA a toujours soutenu les partis communistes. Et on verra on verra comment. Et par exemple, la gauche a toujours parlé de terrorisme noir, etc. Alors que, on va voir, toute l'histoire des massacres a pratiquement une main-d'œuvre gauchiste, souvent communiste. Voilà, donc, alors, là, la question, qu'est-ce qu'on a ressorti comme élément nouveau ? En fait, le livre est sorti par hasard, dans le sens que, justement, on était en train de préparer la réédition de Nos belles années de plomb. Et en préparant la réédition de Nos belles années de plomb, on m'a demandé, est-ce qu'on peut mettre noir sur blanc tout ce qu'il y a eu comme procédé, comme avancement dans la recherche sur les éléments concernant la stratégie d'invention dont tu as parlé dans Nos belles années de plomb. Alors je me suis mis, pour la première fois, parce que j'avais tout ça en vrac, pour la première fois j'ai mis tout ensemble, je me suis aperçu qu'entre-temps, on avait pratiquement tout découvert. Mais quand je dis on avait tout découvert, nous avons tout découvert 30 ans après. Mais l'épreuve était sur table maximum 3 jours après. Simplement, il n'y a jamais eu, ils ont toujours cassé toutes sortes, même d'actions pénales ou d'investigation ou de quoi que ce soit, qui allaient dans un sens, en créant complètement de fausses pistes, de façon même ridicule, de façon grotesque, mais ils ont toujours caché tout ce qu'ils savaient. Et en fait, là, on s'est aperçu que le tout, par exemple, Italie. L'Italie, c'est un pays un peu particulier qui était dans les débuts des années 70, ou même au centre des années 60, le pays qui avait le parti communiste le plus fort d'Europe,
et les seuls partis néofascistes forts, enfin les seuls, et plus il y avait le Vatican, en plus il y avait une absence d'État, en plus c'était un pays de frontières avec l'Ouest et avec le Sud. Alors c'était un pays qui justement n'avait pas d'État, parce que l'Italie depuis 1943 n'a pas d'État. Il a un État, bon aujourd'hui encore moins, mais à l'époque il avait un État avec une souveraineté limitée. Les services, par exemple, militaires italiens répondaient à l'OTAN et pas au gouvernement italien, pour donner un exemple. Donc c'était un pays avec une souveraineté très limitée, dans lequel les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, donc on revient, l'alliance de Dreyfus, c'était quand même partagé les côtés d'influence. Par exemple, l'Est, le Nord-Est, la Vénétie, frontière vers le bloc de l'Est, accord, il y avait contrôle militaire de l'OTAN, mais contrôle judiciaire du Parti communiste. Parti communiste en Italie qui n'a toujours pas été le Parti communiste français, c'est-à-dire un peu différent, c'est un parti communiste beaucoup plus rusé si l'on veut, dont le chef était le lieutenant de Staline, et qu'il a organisé la prise du pouvoir réel surtout par la magistrature, et qui avait travaillé beaucoup plus qu'en France. En Italie, il avait travaillé coude à coude avec les agents américains pendant la guerre. Alors, ça c'est important pour avoir un exemple de comment les choses s'est passées. Alors en Italie, à un certain moment, il y a eu ce qu'on appelle la stratégie d'attention. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est passé pendant grosso modo une douzaine d'années, qui a fait, difficile à dire en nombre exact, mais je pense qu'on n'est pas loin d'un millier de morts, et qui a produit au moins 7000 prisonniers politiques. Bon, très souvent, simplement à cause de leurs idées. Alors ça, c'était la situation italienne dans laquelle il y a eu beaucoup de massacres à la bombe. Alors, attention, je fais aussi une enquête avant de faire un débat avec justement les associations communistes sur le massacre. Je fais une enquête parallèle. J'ai vu qu'en France, il y a eu plus de massacres à la bombe qu'en Italie. Simplement, il y a eu les massacres à la bombe en France, normalement, ont eu entre 1 et 5-6 morts, à l'époque. Hein. Après, il y a eu pire, parce que si on parle de 94, il y a eu pire. Mais on parlait de l'époque. En Italie, tu peux avoir c'est le million, je crois que c'est 12 ou 13 morts, mais il y a eu jusqu'à 85. Donc c'était beaucoup plus, comment dirais-je, excité, violent et virulent. Et en plus, en France, il y avait un État, en Italie, il n'y avait pas l'État. Ce qui veut dire qu'en France, l'État a toujours essayé de faire... bon, il a résolu ses affaires, peut-être, mais il a fait semblant, il a fait en mesure que l'opinion publique, ça n'occupe pas trop. En Italie, puisque toute une guerre intestine parmi de groupuscules de mafiosi rouges ou pas rouges, on a continué à parler pendant des années. Et en plus, autre élément qui est fondamental, toutes les associations familiales de victimes, elles touchent de l'argent, des subventions publiques, etc., etc., etc. Donc il y a des associations par des gens qui sont le fils du beau-père de la fille d'un type, et qui touchent aujourd'hui de l'argent et qui ont intérêt pour que la chose continue de cette manière. Je fais un exemple. En Italie, j'ai sorti, pas le même bouquin, j'ai sorti un roman sur l'histoire qui tient la même chose. Il est sorti il y a 4 jours. Et immédiatement, l'une de ces associations a demandé le bouquin gratuit alors qu'il touche l'argent de l'État pour donner l'idée. Alors, l'Italie, c'était un peu ça. Et on a vu que tous les massacres qui ont été, pour lesquels, évidemment, la presse a dit c'est des massacres fascistes, des massacres nazis, des massacres, je sais pas quoi, blablabla. Sur tous les massacres, on a des éléments de preuve
de la présence de terroristes rouges et de l'action commise par les terroristes rouges, on a la preuve aussi de l'intervention immédiate du gouvernement pour éviter que la piste soit suivie. Et la chose la plus éclatante, c'est sur un massacre qu'il y a eu à Brest en 1974, où la bombe explose, pratiquement dans les bras d'un partisan, ancien partisan de 43-45. Et il y a 3 brigadistes sur place, et l'un d'entre eux prend la fuite demandant asile politique en Allemagne de l'Est, en Allemagne communiste, et il se fait refuser à cause du fait qu'il a participé à un massacre à la bombe contre ses propres concitoyens. La chose est tellement... Et par contre, la préfecture de police commence immédiatement à suivre la piste de partisans rouges, et le jour après, le ministre des Affaires intérieures bloque l'affaire et dit non, il faut que ce soit les fascistes. Bon, là on pense qui? Ça doit être qui? Un stalinien? Non, c'est le chef de Gladio. Partisan blanc, chef de Gladio. Pourquoi il fait ça? Parce qu'à l'époque, Henry Kissinger jouait la carte du Parti communiste au gouvernement. Donc, l'ordre à Gladio, pour un chef de Gladio qui de toute façon avait été un partisan, donc toujours dans l'alliance de Dreyfus, c'est sauver les communistes et fait de façon que le chapeau soit porté par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quand même assez marquant, parce que quand on lit la presse d'habitude, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte qu'en Italie, il y avait un parti communiste qui grandissait, et pour empêcher que l'Italie progresse, j'ai toujours progressé, je n'ai pas compris comment on peut progresser avec un parti communiste, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'extrême droite, armée par les Américains et par Gladio, essayait de bloquer les partis communistes en commettant plusieurs massacres. Alors, déjà, je sais très bien que les extrêmes droites sont assez idiots. Et je pense qu'ils le sont peut-être aussi les Américains. Mais quand tu fais un massacre et les partis communistes progressent, tu fais un deuxième massacre, les partis communistes progressent, tu fais un troisième massacre, les partis communistes progressent, je pense que tu dois te poser des questions. Par contre, les communistes, quand ils voient qu'ils progressent par ces massacres, peut-être qu'ils se posent la question d'une autre manière. Puis quand on voit que Gladio défend les communistes et empêche... Qu'est-ce que c'est que Gladio, c'est en fait c'est le nom en Italie de Stay Behind. Stay Behind, c'est le groupe, disons, paramilitaire, organisé par les Anglais d'abord, mais surtout par les Américains, d'abord par les Anglais et après par les Américains, pour la lutte intestine, pour pouvoir contraster une éventuelle révolution communiste. C'est-à-dire, ce sont les formations paramilitaires ou militaires anticommunistes qui doivent défendre l'ordre de l'OTAN. Donc, normalement, on s'est dit, quelqu'un qui est stay behind anticommuniste, il y a un massacre communiste, c'est étonnant qu'il intervienne pour dire non, il faut cacher la preuve. Pourtant, ce qui s'est passé. Alors, pourquoi? Parce que peut-être, je dis peut-être pour... que bon, on le sait très bien, les Américains et les Russes, c'est les mains dans la main. Donc, selon la situation, on cède ou on ne cède pas. Je veux dire, on a eu très souvent, ils ont travaillé ensemble. Je prends l'exemple de Suez. Bon, évidemment, là, je suis peut-être ma porte-à-feu par rapport à la France, parce que je pense que Suez, Nasser avait raison, mais c'est pas la question. La question, c'est que quand même, France, Angleterre et Israël ont été obligés d'arrêter leur guerre à Nasser par l'intervention des Américains et des Russes ensemble. Donc les Américains et les Russes ont travaillé ensemble très souvent, travaillé ensemble partout. C'est qu'en Afghanistan qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Ils ont travaillé toujours ensemble. Si on le voit même en Amérique latine, le rôle du Parti communiste d'obéissance soviétique, c'était un rôle complètement policier, mais qui soutenait la présence américaine.
nous sommes au point on oublie toujours, parce qu'on n'a jamais été répercuté, qu'en Argentine, l'Argentine des généraux, l'Argentine militariste de généraux, l'Argentine fasciste de généraux, les seuls partis ennemis étaient le Parti communiste. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la liaison à niveau commercial avec tout le bloc du Céleste. Mais de toute façon, le Parti communiste n'a pas été dissous en Amérique latine. D'autres organisations, en Argentine, d'autres organisations gauchistes, oui, mais pas le Parti communiste. Alors, la liaison étant très forte, Stay Behind servait surtout à contrôler les forces anticommunistes. On les organise pour les contrôler, pour empêcher qu'eux. Et autre chose qu'on découvre, parce que là, cette histoire touche beaucoup la France. Pourquoi touche beaucoup la France? Parce que la France a été, pour plusieurs raisons, un carrefour du terrorisme international, et l'état-major de terrorisme qui touchait en Italie était basé en France. C'était basé en France à côté du Ronchon. C'est-à-dire, Hyperion était l'immeuble à côté du Ronchon. En fait, c'était l'immeuble peut-être le plus proche des services qu'il contrôlait, mais Hyperion, qui est une école de langue, officiellement, et dans lequel vous voyez se rencontrer des terroristes internationaux de gauche, de la bande Carlos, avant qu'il exagère, qu'il se fasse quand même expulser, de l'Italie, etc., parfois des Arabes et des Tchèques, etc. Bon, il y avait aussi des relations avec parmi plusieurs services secrets internationaux. Et, chose très intéressante, un des services secrets le plus actif dans le soutien de la lutte armée de gauche, du terrorisme de gauche, était le HVA, c'est-à-dire le bras des actions d'espionnage, enfin de provocation à l'extérieur de la Stasi, qui était gérée par qui? Par Wolf, qui était au procès de Nuremberg à côté de Kissinger, qui était un ami de Kissinger. Et Wolf, après la chute du mur de Berlin, je crois qu'il a passé 6 heures en prison. Pour donner donc, et il travaillait, là aussi, main dans la main, et était considéré par les Israéliens comme un des meilleurs amis. Et Israël rentre là-dessus aussi, parce qu'en fait, nous avons trouvé une relation de service secret qui explique en partie pourquoi la gauche est passée au terrorisme.